Bienvenue sur Prélude, le podcast qui raconte les histoires de nouveaux parents pour faire découvrir la réalité des joies et des difficultés des premiers mois qui suivent la naissance. Je m'appelle Clémence et j'aurais adoré entendre plus parler de ce qui se passe après l'accouchement, mieux comprendre le quotidien des premiers mois et apprendre des tips de personnes en train de le vivre. La naissance d'un enfant est un tremblement de terre, m'avait dit une amie. Ce mot m'avait marqué. Mais la grossesse et la perspective d'un premier accouchement étaient déjà tellement mystérieuses que je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il se passe une fois que l'on revient chez soi, avec ce petit être en plus dans la famille. Je vous propose ici de rencontrer des personnes inspirantes qui vont nous raconter de manière authentique leurs premiers pas de parents, leurs surprises, leurs erreurs, leurs fous rires et tous leurs conseils. N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Aujourd'hui, j'ai rencontré Rachel, maman d'une petite fille de 3 mois, auteure de plusieurs livres et qui a lancé une boîte le même mois que le début de sa grossesse. Elle nous parle de son accouchement qu'elle décrit elle-même comme catastrophique. Elle a été opérée 3 fois et transfusée, et son bébé est parti en réanimation. Par son exemple, statistiquement très extrême, Rachel aborde un sujet central. Comment se remettre physiquement et psychologiquement après une naissance difficile ? Comment réussir à prendre le temps quand on a une boîte à faire tourner et que la société glorifie des exemples culpabilisants de Wonder Woman qui reviennent au travail après seulement quelques jours ou quelques semaines ? Plongez-vous avec moi dans l'univers de Rachel et Simon et des premiers mois de leur petite Avril. Salut Rachel. Salut Clémence. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de ton histoire. Merci à toi. Tu as accouché il y a combien de temps ? Il y a 3 mois. D'accord. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour les personnes qui te découvrent ? Volontiers. Donc je m'appelle Rachel, j'ai 33 ans. Je suis mère d'une petite fille qui s'appelle Avril, qui a 3 mois. Et je suis en train de monter une boîte qui sera un studio de danse d'un nouveau genre dans Paris qui s'appelle Dance Floor Paris. Et par ailleurs, j'écris des romans. Oui. Voilà. Alors j'ai à la fois lu certains de tes romans et j'utilise Dance Floor, donc vraiment je suis une grande fan de tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ta grossesse ? Bien, donc je suis tombée enceinte en avril, d'où en partie le prénom qu'on a choisi pour notre fille, ouais. En avril dernier, très facilement, du premier coup, en 2 semaines, donc on a eu beaucoup de chance. Donc c'était un bébé confinement. D'accord. Et ma grossesse s'est globalement bien passée. J'ai juste eu un événement un peu exceptionnel j'ai eu l'appendicite enceinte de 4 mois. Donc c'était un peu flippant, c'était douloureux, c'est long de s'en remettre. Enfin, c'est déjà rare d'avoir l'appendicite à 33 ans, enfin 32, mais encore plus quand on est enceinte. Donc c'était pas facile. Et globalement, je suis pas fan de l'état d'être enceinte, donc c'était très long pour moi et j'ai pas vraiment apprécié ce moment. Même si bon voilà, par l'appendicite, j'ai pas eu de pathologie particulière. Donc juste pour l'appendicite, pour comprendre, on t'a opéré alors que tu étais enceinte ? Ouais, j'ai été sous anesthésie générale. On fait une cœlioscopie, c'est une opération qui laisse toute petite cicatrice, donc c'est vraiment discret. Mais bon, je suis quand même restée 5 jours à l'hôpital en observation, et surtout on met vraiment du temps à s'en remettre physiquement. Et je sortais à peine des nausées du premier trimestre que je suis replongée dedans en fait pendant un bon mois et demi. Globalement, j'ai eu des nausées jusqu'au 6e mois, quoi. Donc c'était vraiment long. Et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais quand on est chef d'entreprise, qu'on lance sa boîte, que c'est le coronavirus, déjà qu'on est enceinte, c'est pas évident, mais en plus quand il arrive un aléa de santé comme ça, c'est stressant parce que du jour au lendemain, on n'est plus dispo et y a personne d'autre pour faire ce qu'on fait. Donc ça, c'était un peu difficile à avaler, mais bon. Je ne savais pas encore qu'il allait m'arriver des mésaventures bien pires après. On va y venir. Ouais. Tu es tombée enceinte en avril 2020. Quand est-ce que tu avais lancé ta boîte ? J'ai lancé ma boîte le 1er avril et je suis tombée enceinte le 29. D'accord, donc c'est vraiment concomitant. Ouais, exactement. Et comment est-ce que on arrive à trouver l'énergie de monter une boîte alors qu'on est dans le premier trimestre, puis ensuite
enceinte? En fait, je pensais vraiment que ça mettrait au moins 6 mois pour que je tombe enceinte. Donc c'est le planning que je m'étais fixé. Et oui, c'était dans une certaine mesure un peu une surprise, même si on l'a vraiment voulu à ce moment-là. Donc on a un peu composé avec ce qui nous arrivait. Je dirais que le plus gros chamboulement, c'était quand même la crise mondiale du Covid. Donc c'est plutôt ça qui a fait que notre boîte a pas suivi le cours qui était prévu. Quand t'as trouvé l'énergie, finalement, quand on fait un projet un peu passion comme moi, qui est une boîte avec un business model classique, etc. Je fais pas une association ou une ONG, mais je suis passionnée de danse depuis 20 ans. Je monte ça avec ma meilleure amie, ça se passe très bien, donc c'est pas trop difficile de trouver la motivation. Et surtout, je peux vraiment me reposer sur elle, donc. Vraiment, ça a pas spécialement été un sujet pour moi. Ok. Comment s'est passé l'accouchement? Alors l'accouchement, je vais essayer d'être un peu rapide parce que il y a eu de nombreux rebondissements. C'était vraiment un accouchement catastrophique. Alors si certains ou certaines d'entre vous m'écoutent et qu'elles sont sur le point d'accoucher, si vous n'avez pas envie d'entendre des histoires catastrophiques, passez un petit peu ce passage, fast forward pendant 5 minutes. Et puis j'essaie de aussi voir le bon côté des choses. Je me dis que statistiquement ça arrive vraiment très rarement, donc oui, voilà, t'as vraiment enchaîné énormément d'événements oui. compliqués, et c'est rare d'avoir cet enchaînement-là. C'est très rare. C'est tellement rare qu'en fait le personnel hospitalier était tout aussi traumatisé que moi, quasiment, et il y avait vraiment du mal à comprendre ce qui s'était passé. Donc rapidement, j'ai été déclenchée à J+3 parce que j'ai dépassé mon terme. Pendant 3 jours, j'ai eu des déclenchements un peu soft avec des ballonnets. C'est un truc qui essaye d'ouvrir un petit peu le col de l'utérus, mais c'est mécanique. Puis j'ai été déclenchée avec une injection donc d'ocytocine. C'est une hormone qui renforce les contractions. Et quand on m'a posé la péridurale, elle n'a pas marché. Elle a été donc latéralisée, c'est-à-dire qu'elle marchait que sur la moitié de mon corps. Donc j'avais des contractions renforcées par l'ocytocine et pas une péridurale qui marchait très bien. L'anesthésiste a essayé d'en reposer une, alors j'ai été latéralisée mais de l'autre côté, donc ça n'arrangeait pas trop les choses. Donc j'ai eu des contractions très fortes pendant 18 heures et mon col s'ouvrait pas, donc et le cœur du bébé a commencé à s'affaiblir, donc je suis passée en césarienne d'urgence. J'étais complètement shootée parce que j'avais hyper mal déjà depuis 18 heures. Et en fait, la césarienne s'est mal déroulée parce que en fait j'avais des adhérences dans le bide à cause de l'endométriose, l'adénomiose, qui sont des maladies que tu connais peut-être, qui font qu'on a des nodules inflammatoires un peu partout dans le ventre, probablement aussi à cause de l'appendicite. Ce qui fait qu'en fait la gynéco a pas réussi à sortir ma fille tout de suite. En général, une césarienne ça dure 30 secondes. Là, elle a utilisé ventouse, forceps et elle a mis 7 minutes à sortir. Ah oui. Et pendant tout ce temps, j'avais encore une péridurale qui marchait pas en fait. Donc vraiment, j'avais très très mal. J'avais l'impression qu'on m'ouvrait les entrailles. Et, tu as senti pendant 7 minutes ce qui se passait. Oui, je vomissais sur mon mec à côté de moi. Et en fait, comme les médecins étaient vraiment concentrés sur le fait qu'ils n'arrivaient pas à sortir le bébé, je pense que ma douleur et le fait que je hurle, ça passait un peu en second plan. Et donc au bout de 7 minutes, elle est sortie. Je l'ai vue du coin de l'œil passer à côté de moi et elle est tout de suite en réanimation. Et elle a été réanimée assez vite. Et ensuite, ils l'ont placée en hypothermie pendant 3 jours parce que pour préserver son cerveau. C'est standard manifestement comme procédure. Il y a un épisode où c'est l'épisode 3 où Anne-Sophie nous raconte aussi que son bébé a été mis en hypothermie pendant 3 jours. Et c'est très efficace manifestement pour préserver des lésions cérébrales. Il s'avère qu'elle a quand même quelques lésions cérébrales, mais on ne saura que dans l'avenir si ça a vraiment des conséquences sur elle ou pas. Pour l'instant, elle va très bien, mais bon, c'est vrai que c'est un peu flippant de savoir qu'on a son bébé qui est maintenu à 33 degrés en fait pendant plusieurs jours. Et ensuite, elle a été endormie complètement parce qu'elle supportait mal la souffrance en fait du froid. Et quand elle a été réveillée, elle est restée en néonatologie pendant 10 jours supplémentaires. Et pendant ce temps, moi, sur la table d'opération, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas parce que j'avais toujours très très mal au ventre. Et en fait, j'ai fait une hémorragie de la délivrance. J'ai perdu 4 litres de sang. Sur combien en tout ? En tout, dans le corps, on en a entre 5 et 6. Ah oui.
Une femme enceinte, ça a plus de sang que les autres, donc je sais pas exactement. Enfin, bon, c'est beaucoup, c'est vraiment. Tu as perdu beaucoup. Une grande partie de ton sang. Oui, voilà. C'était, je me suis fait, j'ai été transfusée, et c'était inquiétant. Il y a vraiment un moment où donc j'étais quand même consciente. Je suis pas tombée dans les vapes, quoi. Mais il y a vraiment des moments où bon, déjà, on sent quand même comme un souffle vital s'échapper, quoi, de soi. Donc, et j'entendais les médecins dire ça va pas du tout, il faut absolument qu'elle soit transfusée tout de suite. Très angoissant. C'est très flippant. Ouais, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit merde, mais comment va faire Simon, mon mari, sans moi, pour s'occuper d'Avril. Et tu t'es même projetée là-dedans. Ouais. C'est vraiment, je me suis dit ça, mais un peu à la légère. Je me suis dit putain, le pauvre, il va galérer. Mais c'était pas très agréable. Et donc là, les médecins qui étaient sur place, donc dans la clinique où j'ai accouché, m'ont posé ce qu'on appelle un ballon de Bacri. C'est un ballon qui gonfle dans l'utérus pour stopper l'hémorragie. Mais ça suffisait pas, ça continuait de saigner, donc j'ai été transférée dans un autre hôpital, à Thonon, où j'ai eu une embolisation. Donc c'est des radiologues qui insèrent comme des toutes petites éponges au bout des artères pour les boucher vraiment. C'est vraiment l'étape au-dessus du ballon de Bacri quand on fait une hémorragie. Sauf qu'en fait, donc déjà j'ai dû attendre longtemps avant l'embolisation, parce que comme j'avais perdu trop de sang, ils pouvaient pas m'opérer, donc il fallait que j'attende la transfusion. Il fallait donc attendre que le sang arrive, qu'ils me le mettent dans les veines, etc. Et pendant ce temps-là, j'avais toujours des contractions, parce qu'on a des contractions même après qu'on accouche, surtout quand on a eu l'ocytocine. Donc en fait, j'expulsais le ballon de Bacri gonflé. Et donc imaginez avoir un ballon gonflé dans son ventre qu'on essaye d'expulser, ça fait très très mal encore. Ah ouais. Donc à chaque fois que je sentais une contraction venir, vraiment j'avais l'impression que ce serait la dernière que je pouvais supporter en fait. Et ils pouvaient pas me mettre d'anesthésie supplémentaire parce que j'étais en pleine transfusion. Donc voilà, j'ai pris mon mal en patience. C'est fou comme le corps en fait arrive à résister à l'inimaginable, parce qu'à vraiment à chaque contraction supplémentaire, j'avais l'impression que j'allais crever, celle d'après quoi. Et en fait non. Donc bon. Ça a duré combien de temps cette partie-là ? Aucune idée. Plusieurs heures, mais je saurais pas dire. J'avais pas de moyen vraiment de savoir. À la fin de l'embolisation, qui se passe bien, je passe dans un 3e bloc opératoire pour me reposer un ballon de Bacri, puisque je l'avais trop poussé en fait avec les contractions après l'accouchement. Et là, je suis sous anesthésie générale parce que l'anesthésiste je crois enfin que cette péridurale ne marchait pas. Donc ça va, j'étais pas trop en souffrance. Et en fait, je reste à Thonon parce que j'ai eu la vessie sectionnée pendant la césarienne. Donc j'avais une sonde urinaire. Vessie sectionnée, c'est quelque chose qui peut arriver de temps en temps, ou c'est vraiment une... Oui, parce que j'ai des copines à qui c'est arrivé. Enfin, voilà, on sait pas trop si c'est au moment d'arracher quasiment le bébé ou si c'est au moment de l'ouverture avec le scalpel. La gynéco a pas su me dire. Une vessie, ça cicatrise très bien. Contrairement à d'autres endroits, le rectum par exemple, ça cicatrise très mal, donc là c'est beaucoup plus grave si ça arrive. C'est très chiant pendant 10 jours parce que on a une sonde urinaire, donc c'est pas très glorieux quoi, mais globalement après ça s'est bien déroulé, et j'ai eu quelques petites déconvenues, mais il y a des médicaments pour ça, c'est pas dramatique quoi. C'est juste l'accumulation des choses qui fait que déjà se remettre d'une hémorragie plus une césarienne avec la vessie sectionnée, surtout de ne pas être dans le même hôpital que sa fille, parce que j'ai été gardée pendant 4 jours, donc en fait je pétais un plomb, enfin vraiment j'étais... Tu n'as pas vu ta fille pendant 4 jours? Ouais. Pareil, si quelqu'un d'autre me racontait ça, je me dirais c'est inhumain, comment est-ce qu'on peut survivre à ça? Et j'ai survécu, ma fille va vraiment très bien, elle est zen et tout, donc c'est vraiment surprenant, mais moi je devenais folle, au point que j'ai demandé des calmants, des trucs pour m'endormir, parce que je tenais plus en fait. Et pendant tout ce temps, du coup, ton mec était dans l'autre hôpital? Ouais, il a été dans l'autre hôpital jusqu'à ce qu'elle soit endormie pendant l'hypothermie, parce que... En fait, dès lors qu'elle était endormie, les médecins lui ont dit que ça ne servait à rien, voir c'était négatif de la stimuler, de lui parler, de la toucher, etc. Donc, à ce moment-là, il s'est dit, bon, je peux... Enfin, moi aussi, d'ailleurs, je lui ai dit, tu peux venir me voir. Et lui s'est dit, je peux partir de l'hôpital.
Donc il est venu, il m'a apporté mon sac, enfin voilà, j'étais partie, j'avais rien, j'avais eu la présence d'esprit de demander mon téléphone, donc on pouvait communiquer, mais sinon j'avais vraiment ma blouse d'hôpital et c'est tout. Et donc il est venu un peu me réconforter. Quand les médecins m'ont enlevé le ballon de Bakri, donc je sais plus, peut-être un jour ou deux après qu'il me l'ait posé, j'ai fait un œdème dans l'aine, parce qu'ils ont enlevé un cathéter et... en fait, j'en veux pas trop à l'infirmière parce que c'est un moment où je me suis beaucoup agitée parce que ils me l'ont enlevé dans la salle de réveil de d'autres mamans qui venaient de vivre une césarienne. Donc en fait, j'entendais à côté de moi des mamans qui se réveillaient d'une césarienne qui s'était très bien passée, à qui on donnait leur bébé, qui prenaient des photos et tout. Donc je pleurais, enfin voilà, j'étais pas bien quoi. Donc résultat, l'infirmière qui m'a enlevé mon truc, elle a merdé quoi, et ça m'a fait une énorme boule en bas du ventre. En plus, ouais c'est ça, en plus, et ça fait mal. Donc après ils m'ont fait un pansement compressif, donc ils ont appuyé comme des malades sur mon ventre. En fait vraiment ça n'a fait que s'enchaîner les trucs supplémentaires, c'est vraiment j'avais l'impression que j'étais maudite quoi. Mais bon, au bout du 4e jour. Ils m'ont fait me lever, j'ai réussi à faire 3 pas, donc ils m'ont autorisé à rentrer dans la clinique où j'avais accouché, et ma fille était dans l'hôpital qui est accolé à la clinique, donc je pouvais aller la voir. Donc je l'ai rencontrée vraiment, elle était dans son petit lit de néonate quoi, comme avec plein de tubes de partout, mais ouais j'ai pas du tout vu ses premiers jours. Ah oui. On me l'a pas posée sur le ventre parce qu'elle est allée en réa direct, donc elle avait déjà une tête de bébé en fait. Elle avait pas du tout le côté tout plissé des bébés qui sortent du ventre. Donc c'était vraiment. Elle était déjà réchauffée à ce moment-là ? Elle était réchauffée, ouais. D'accord. Elle avait été sortie plusieurs heures avant, enfin longtemps quoi. Donc quand je suis arrivée, elle venait tout juste d'être réchauffée. Et ils l'ont transférée vraiment au moment où je suis arrivée de réa à néonatologie. Et après, pendant plusieurs jours, donc mon mari pouvait me pousser en fauteuil roulant pour que j'aille la voir. Mais les premières fois, je tenais même un quart d'heure assise. Après, il fallait que je me recouche. Et voilà, et donc, petit à petit, j'ai pu la prendre dans mes bras, lui faire les premiers soins. Mais ça a pris vraiment du temps parce que il a fallu que j'apprenne à me tenir debout. J'avais toujours ma sonde urinaire, c'était vraiment pas pratique. Donc bon, c'était vraiment un peu rude. Selon les infirmières puéricultrices qui étaient là, voilà, il y en avait certaines qui étaient compréhensives et d'autres qui étaient un peu plus, qui me secouaient un peu les puces ou qui me disaient, vous pouvez pas rester à 2 parce que c'est le Covid. Je disais vraiment, manifestement, je ne peux pas faire quoi que ce soit en fait. Donc c'était pas évident. Mais bon, au bout de 10 jours, la clinique dans laquelle j'étais a accepté de me faire partir parce que j'ai pu enlever ma sonde urinaire, donc voilà, ma vessie elle est très bien. Le fait de se faire transfuser fait que on a il faut que notre corps accueille le nouveau sang, donc ça peut prendre du temps. Donc je faisais des prises de sang 2 fois par jour pour qu'ils checkent. Je ne sais pas quoi exactement, mais bon, que j'acceptais ce nouveau sang. Donc chaque jour j'attendais le verdict, et chaque jour ils venaient me voir pour me dire c'est pas encore ça, on n'ose pas vous laisser ressortir. Donc j'attendais, et puis finalement ils m'ont laissé sortir le même jour qu'Avril. D'accord. Elle de son côté, il fallait qu'elle mange bien. Donc au début elle avait une sonde alimentaire qui passait dans son nez, et puis ensuite elle l'a enlevée, elle prenait de plus en plus de lait, et voilà. Elle est née à combien de kilos ? 4,1 kg. Ah oui, un gros bébé. Un gros bébé, ouais. C'est un des facteurs qui peut expliquer que ça s'est si mal passé. C'est vraiment une accumulation de choses. C'était un gros bébé, c'était après terme. Il y a eu un pré-travail très long. J'ai de l'endométriose, de l'adénomiose, j'ai eu l'appendicite, donc il y avait beaucoup d'adhérence, de cicatrices dans mon utérus. Voilà. C'est tout ça qui peut expliquer le déroulement. Ouais. Et quand vous êtes sortie, c'était au bout de combien de temps ? 12 jours. Où je suis restée 15 jours en tout, parce que je suis restée 3 jours avant pour le déclenchement, et elle 12 jours. Et à ce moment-là, est-ce que ton mari avait commencé à retravailler ou il était encore en congé paternité ? Non, j'ai beaucoup de chance, en fait, il est indépendant, donc il décide déjà un peu quand il peut travailler, et il avait prévenu ses clients en fait de ce qui se passait, donc il a pu ne pas travailler du tout, et encore pendant plusieurs semaines après qu'on soit rentré à la maison, il était présent à 100% du temps, quoi. Il travaillait pendant les siestes, il travaillait quand il pouvait, et il a repris progressivement, mais il a géré les nuits, il a géré le fait de faire les courses, à manger, etc., parce que moi j'étais crevée, quoi. Donc
Ça, c'est vraiment précieux, quoi. Je me demande comment j'aurais vécu les choses s'il avait dû partir toute la journée. Enfin, je pense que j'aurais fait appel à quelqu'un d'autre, ma famille ou des amis et tout, mais là, il a pu être vraiment présent 100% du temps. Et comment ça s'est passé le retour à la maison pour toi qui n'étais encore pas hyper en forme? Ouais, bah on était trop contents de partir à la clinique. Ils nous avaient dit si vous voulez, vous pouvez rester 2 jours pour qu'on vous explique comment s'occuper d'un bébé et tout. On a dit non merci, on improvisera, ça ira. Et donc on était trop contents de rentrer. D'ailleurs, j'ai filmé le moment où Avril, dans sa poussette, elle passe le seuil de notre appart et tout, pour l'envoyer à tout le monde, nos familles, nos amis. Et ça s'est assez bien passé. Le tout premier soir, enfin, quand on est arrivé, je me demandais, dans la voiture, on se demandait avec Simon, qu'est-ce qui va se passer en fait? On arrive, on la pose et puis on fait quoi? Et en fait, le quotidien reprend très vite le dessus. Il faut défaire les valises, la changer, la coucher, la bercer, lui donner son biberon, etc. Et vers, 19h30, elle s'est endormie. Et j'avais entendu sur, des blogs, des émissions, des gens dire il faut absolument dormir quand son enfant dort, parce que c'est complètement erratique le sommeil. Donc vite, on s'est couché en même temps qu'elle, à 20h. Et là, notre interphone sonne. Et en fait, on va ouvrir et il y a quelqu'un qui dit on a une livraison pour vous. Et c'est Simon qui s'était vu et dit non, pas du tout, on n'a rien commandé. Il dit si, c'est pour Rachel. Donc il descend et en fait, c'était des copines à moi qui m'avaient fait livrer des courses de produits trop sympas, de tout ce qu'on n'a pas le droit de manger quand on est enceinte. Donc il y avait du champagne, du fromage, de la charcuterie, du saumon fumé. Génial. Et c'était trop bien. Et donc on s'est dit tant pis pour le sommeil cette fois-ci. On a ouvert le champagne et en fait ça m'a vraiment métamorphosée. Enfin, ça m'a redonné de l'espoir dans le fait que on pouvait prendre du plaisir, être heureux. Et ça a vraiment complètement changé. Je pense que si je m'étais endormie, parce que quand j'étais dans mon lit à 19h30, je broyais du noir, j'avais mal, enfin voilà, j'étais pas bien, quoi. Et juste de vivre ce petit moment de légèreté, juste avec mon mec, ma fille dormait à point fermé, c'était trop sympa. Ah ouais. Donc très bonne idée de cadeau. Excellente idée de cadeau. Tout le monde devrait faire ça en fait. Je peux pas faire de la pub pour un service de livraison en particulier, mais ouais, bien sûr, il faut faire ça à toutes ses copines. Super. Ouais. Donc là, c'était au bout de 10 jours, tu nous as dit, enfin 2 semaines en fait, ouais, après la naissance. Près, ouais. Pour cette deuxième semaine, qu'est-ce qui t'a marqué avec Avril? C'est-à-dire que je pensais vraiment que la partie la plus dure, en fait, c'était les premières semaines avec son bébé où tout est un peu difficile à appréhender. Et j'étais vraiment frappée par à quel point c'était simple et ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que la première nuit, elle a tout de suite dormi 5-6 heures d'affilée. Ouais, c'est beaucoup. Et en fait, on la réveillait au bout de 6 heures parce que on se disait faut qu'elle mange, quoi. C'est pas possible. En plus, c'est un gros bébé, elle mangeait beaucoup. Donc, on comprenait pas trop ce qui se passait. Bon, et puis, au bout de 2 jours, on a accepté que c'était elle et elle se gérait très bien. Au bout d'une semaine, elle dormait dans sa propre chambre. Enfin, on l'a pas. Et elle était hyper zen. Elle pleurait quasiment jamais, simplement pour indiquer qu'elle avait faim, et donc on la nourrissait, puis ensuite, voilà, ça se passait très bien, on faisait des câlins. Elle a pas du tout manifesté d'angoisse de ce qui lui était arrivé. Alors que bon, je pense que c'est vraiment dur pour elle aussi, ce qui s'est passé dans ses premiers jours. Mais non, elle était très simple. Et je pensais que c'était difficile de comprendre un bébé, parce que tant qu'on n'en a pas un à soi, dans ses propres bras, tout ce qu'on entend à la télé ou dans la bouche des autres parents, ça paraît vraiment abstrait. Et moi, quand j'étais enceinte, j'ai regardé des milliards d'émissions sur comment interpréter les pleurs des bébés. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas clair de me dire, ouais, c'est intuitif, vous allez comprendre au bout d'un moment. Je me disais, je veux un manuel, en fait. Je veux savoir quelle pleur égale quel besoin, sinon mon enfant va être triste et tout. Et en fait, force est de constater que c'est vrai. Moi, tout de suite, instinctivement, je savais exactement de quoi elle avait besoin. Comme si on était un peu connectés, quoi, c'est un peu ésotérique, mais et du coup, au moindre pleur, à 6 mois au moins, on savait quoi faire pour qu'elle aille mieux. Et donc, vraiment, ça se passait hyper bien. Moi, j'allais très mal, mais la partie relation parent-enfant se passait très bien. Toi, tu allais très mal physiquement ou aussi psychologiquement?
Bah, un peu des deux, parce que en fait, un épisode traumatique comme ça, souvent ça laisse des séquelles de type des flashs, des moments où on perd pied d'une seconde à l'autre sans explication. Donc c'était difficile de simplement de faire une journée normale sans pleurer ou sans avoir vraiment des moments d'angoisse, quoi. Donc c'est pas évident de. Puis ça, je pense que c'est un truc qu'on vit, qu'on ait eu un accouchement traumatique ou pas, mais c'est que quand on est fatigué, qu'on n'est pas bien, tout est un peu insurmontable. Donc quand il faut aller à la pharmacie parce que on a plus de lait et que bon bah il se trouve que son mec est pas dispo à ce moment-là, moi ça me paraissait une montagne. Ou aller chez le médecin ou des trucs comme ça. Donc c'était pas évident et c'est tellement fort comme sensation qu'on se dit mais quand est-ce que vraiment un jour je vais aller mieux? Donc rationnellement je savais que oui, mais ce que je ressentais c'était je suis coincée comme ça en fait toute ma vie, j'arriverai jamais à m'en remettre, c'est horrible. Et en fait ça va mieux mais ça prend du temps. Aujourd'hui, par exemple, je vais très bien, ça fait 3 mois. Ça peut paraître pas grand-chose, 3 mois, mais en fait, si, c'est long, 3 mois, surtout quand on passe ses journées à pas rien faire d'autre que s'occuper de son bébé. Ouais, c'est long, quoi. Et puis surtout, moi, je me disais, bon, comme j'ai pas trop aimé être enceinte, je voyais vraiment l'accouchement comme une libération. Je me disais, bon, bah voilà, on est fatigué, allez, une semaine ou deux. Et en fait, pas du tout. Donc en fait, on est enceinte. Enfin, la fabrication d'un enfant, ça dure bien un an et demi, je pense. C'est vraiment long. Ouais. C'est mal foutu comme système. Vraiment. Donc voilà. Donc ces premières semaines, c'est assez paradoxal. Je me sentais vraiment mal, mais en même temps, j'étais hyper heureuse de ma relation avec ma fille et de comment elle allait elle. Mm. Est-ce que vous partagez les rôles d'une certaine manière ou est-ce que c'était vraiment avec mon spontané? mec. Oui. Non, ça s'est fait assez spontanément. Donc, comme je te disais, il a un planning de rêve. Enfin, il travaille beaucoup, il travaille normalement comme toi et moi, mais il choisit vraiment ses plages de travail. Donc, ça arrive que oui, il travaille un peu la nuit pour rattraper les moments où il s'est occupé d'elle pendant la journée, mais il arrive vraiment à dédier du temps à elle. J'ai allaité un tout petit peu, mais pas beaucoup et pas très longtemps. C'est 3 semaines à peu près. Donc en fait, le biberon fait qu'on peut se partager les réveils nocturnes ou même juste le boulot pendant la journée. Et après, ouais, changer les couches et tout, ça s'est fait assez naturellement pour s'en occuper. Et je pense que enfin ma fille, elle est attachée à nous deux, pareil quoi. Elle a pas, enfin, on a une relation mère-fille, mais je pense pas qu'elle ait besoin de moi en particulier pour s'apaiser ou quoi. Elle s'apaise très bien quand elle est dans les bras de son père, parce qu'elle a l'habitude d'être vraiment à 50-50 avec lui ou avec moi. Donc sur ça, c'est vrai que c'est assez pratique et on a chacun nos petites spécialités. Lui, il sait vachement bien la faire rire. Moi, j'arrive bien à l'endormir. Donc voilà, on a nos petites techniques perso. On s'échange des tips, des trucs comme ça. Ou parfois, on essaie d'interpréter les moments où elle nous fait des trucs un peu bizarres. Mais non, c'est vraiment égalitaire sur ça. Et surtout, on a tous les deux envie en fait que ce soit égalitaire. Donc ça se passe plutôt bien. Et pour le 2e mois, est-ce qu'il y a des moments marquants dont tu veux nous parler? Et ben, le 2e mois, on est parti en vacances. On n'avait pas trop le droit parce que c'était le confinement, mais bon, on est parti pas très loin. On est parti dans les Vosges pour être un peu dans la nature. Donc on a attendu qu'elle ait fait ses vaccins. Pas que bon, je pense qu'il y a un risque fondamental de prendre la voiture pendant 3 heures, mais par précaution, on s'est dit qu'on attendrait qu'elle ait fait ses vaccins. Et ouais, c'était marrant parce que c'est vraiment un truc. La logistique à laquelle il faut penser, c'est-à-dire que les valises qu'on a faites auraient pu remplir 2 voitures en fait, tellement on avait pris de trucs, le lit parapluie, des poussettes, des porte-bébés, enfin 17 moyens de transport différents, plus tous ces habits au cas où il y avait des variations de température, enfin vraiment. Et donc ouais, c'était un peu la panique et quand on est arrivé, elle a mis du temps à s'adapter à un nouvel environnement. Donc elle pleurait plus que d'habitude, elle avait plus de mal à manger, elle dormait moins bien.
Bon, elle dormait moins bien. C'est-à-dire qu'elle dormait 10 heures par nuit et elle a dormi 8 ou 9 heures d'affilée. Donc, c'est vraiment pas grave, mais on n'était pas habitués, quoi. Et après, ouais, on a découvert des trucs. Par exemple, Avril, elle aime pas boire son biberon à l'extérieur. Elle aime pas... En fait, le vent, plus le soleil, plus le biberon, c'est trop d'informations. Donc, elle y arrivait pas. Or, bon, dans les Vosges, a fortiori, pendant le Covid, il y avait aucun endroit couvert, en fait. Donc... on se retrouvait au milieu de la montagne à galérer à la nourrir. Elle pleurait, on n'y arrivait pas, on était désemparés. Donc c'était des vacances pas de tout repos, mais c'était sympa de faire quelque chose d'autre que d'être dans son appart enfermé. En plus on était enfermés depuis 1 an en fait, donc c'était vraiment chouette de voir qu'on pouvait continuer de faire des trucs sympas en famille. Et ça peut être que plus facile plus tard, je pense, parce que 2 mois, bon, elle marche pas et tout, mais ouais, c'est quand même petit, donc je me dis les prochaines vacances au mois d'août, ça va être plus facile. C'était trop bien. Et vous êtes resté combien de temps là-bas? 8 jours. D'accord. Ouais. Ça vous a fait une bonne déconnexion? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais vraiment envie de partir en vacances avant de reprendre le boulot. Et puis, on n'était pas beaucoup partis parce que, quand j'ai eu l'appendicite enceinte, on a dû annuler nos vacances. On a eu, après, il y a eu les différents confinements et tout. Ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas pris des vacances sympas, tous les 3, du coup. Bon, c'était pas très exotique, mais c'est joli, les Vosges. Il y a des montagnes, c'est sympa, on a vu la neige. Enfin, voilà, c'était chouette, quoi. Et tu avais prévu de reprendre le boulot à quel moment? J'avais prévu de reprendre le boulot, avec mon associé. Donc mon associé est déjà maman, il va être maman une 2e fois. Et quand on a monté notre boîte, on a eu des discussions de vérité, quoi, sur nos envies, quelle énergie on voulait consacrer à notre entreprise, comment est-ce qu'on voyait notre rythme de vie en tant que chef d'entreprise et mère de famille. Et on s'est toujours dit que si on montait notre boîte, c'était aussi pour pouvoir dédier du temps à nos familles, parce qu'elle était avocate avant, donc en fait, rentrer à 22h ou minuit tous les soirs, pas voir son enfant, c'était plus quelque chose qu'elle voulait. Et bon, je savais que je voulais des enfants à court terme, quoi. Donc, on s'était dit qu'on voulait avoir une vie équilibrée et qu'on voulait pouvoir profiter de nos grossesses correctement, donc avoir un congé maternité au moins équivalent à celui qu'une salariée aurait, c'est-à-dire 16 semaines. Donc moi, j'ai pris 16 semaines. J'ai commencé, après évidemment, en réalité, quand j'étais en congé maternité, j'ai quand même fait 2-3 rendez-vous à la banque, etc. Mais bon, j'ai pas du tout continué de travailler à temps plein comme le font beaucoup de mamans entrepreneurs qui, sur la table d'accouchement, continuent de bosser. Mais je me rappelle, quand j'ai eu l'appendicite, dans la salle d'attente des urgences, j'ai rédigé la newsletter de Dance Floor parce que c'était vendredi, donc je me suis rappelé ce moment-là, je me suis dit non, quand j'accouche, vraiment, je vais me concentrer sur ça. Et avec tout ce qui m'est arrivé, j'étais pas tout à fait en mesure de reprendre au bout de 2 mois et demi. Donc j'ai quand même repris, mais on s'est arrangé pour avoir des personnes qui nous aident en plus dans la boîte. Donc on a recruté quelqu'un qui commence plus tôt que prévu. Voilà, on s'est dit que je pouvais pas être à 100%. Donc je voulais me laisser la possibilité, si j'étais trop fatiguée un jour ou que j'avais, je sais pas, une crise d'angoisse ou je sais pas quoi, de pouvoir rentrer chez moi et rester au calme. Bon, il se trouve qu'en reprenant, finalement ça s'est assez bien passé. Donc ça m'a un peu remis le pied à l'étrier, ça me fait du bien aussi de bosser. Mais c'est quand même rude. Si j'avais pu avoir 2-3 mois de plus, je les aurais pris, sans hésitation. Et le fait de se dire... le fait d'appeler mon associé, de lui dire « je ne suis pas capable de reprendre à 100%, il faut qu'on dépense de l'argent de la boîte, c'est pas évident quoi, de grogner sur sa trésorerie pour embaucher quelqu'un d'autre ». C'est des décisions assez difficiles et je ne les prise que parce que une psychologue du relais petite enfance m'a un peu secoué les puces, quoi. Elle m'a dit c'est pas possible de reprendre le boulot, en fait, gagnez ne serait-ce que 1 mois, débrouillez-vous pour trouver une solution. Et c'était bien parce qu'elle avait vraiment un discours où elle comprenait ma contrainte, c'est-à-dire elle me disait je peux imaginer que en tant que chef d'entreprise vous n'ayez pas en fait beaucoup d'options, mais est-ce que vous pouvez gagner au moins 1 mois, au moins 3 semaines? Et en fait voilà, de faire redescendre ça à effectivement peut-être 1 mois, c'est pas grand-chose dans la vie d'une boîte, ça m'a aidée et je me suis dit ok, je l'écoute et on a fait ça
Et en fait, j'ai l'impression que finalement j'ai pas tant besoin que ça de cette aide supplémentaire, mais le fait qu'elle existe fait que j'arrive à aller mieux et à être plus sereine. Et tu parlais de l'accompagnement psychologique. Ouais. À quel moment est-ce que tu y as fait appel et est-ce que tu as trouvé les bonnes personnes? Et dès l'hôpital, il y a quantité de psys qui sont passés me voir dans mes chambres, du coup, à l'hôpital puis à la clinique. Ça vraiment, je pense que les médecins ont bien compris. Bon, après, ça semble évident, mais j'ai quand même été agréablement surprise de voir que ils m'ont envoyé beaucoup de psys. Je sais pas trop si probablement que ça m'a fait du bien d'en parler. On a eu aussi des psys qui nous ont parlé à mon mari et moi en même temps, donc c'était bien parce qu'on a pu partager un peu ce qu'on avait sur le corps. Évidemment, on n'a pas du tout vécu la même chose de la même manière, donc c'était bien de comprendre où on en était chacun. Et par la suite, oui, j'ai trouvé cette psychologue du relais petite enfance. Enfin, vraiment, j'encourage les gens à y aller parce que on a l'impression que c'est un peu l'usine. Enfin, moi, j'y allais à la base pour peser ma fille. C'était pas trop pour aller voir une psy, mais c'est un environnement très bienveillant. L'objectif de ces relais, c'est d'aider les jeunes mamans, enfin les jeunes parents, principalement quand même les jeunes mamans, faut pas se mentir. Donc c'était vraiment agréable. Et après, oui, je pense que c'est un travail un peu long et c'est un travail de long terme qu'il faut faire, qu'il faut maintenir. Et à mon avis, il faut pas lâcher parce que là, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux, mais à mon avis, c'est des traumas qui peuvent s'ancrer profondément. Donc voilà, je suis disciplinée et je vais essayer de m'accrocher à ça sur le long terme. Et tu parlais de la manière dont ton mari avait vécu ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur son ressenti? Le pauvre, alors c'est quelqu'un naturellement qui est très sensible, donc il parle beaucoup librement de ce qu'il a ressenti, donc ça lui a permis, je pense, d'évacuer assez rapidement. Mais oui, quand il est rentré, il a accompagné Avril en réanimation, il savait pas du tout que j'étais en train de faire une hémorragie. Quand il est revenu, parce qu'une infirmière lui a dit faut revenir, votre femme elle est en train de se vider de son sang, et qu'il m'a vu livide, il a cru perdre femme et enfant le même jour en fait, donc c'était très dur pour lui aussi. Et après, alors moi j'ai trouvé qu'il était quand j'étais à l'hôpital, donc mon seul moyen d'information sur comment allait ma fille, c'était lui, et il a vraiment bien su doser comment m'envoyer des photos, ou à un moment où elle avait pas le visage tordu par la douleur et tout, ou vraiment à me dire la vérité, mais en l'enrobant un petit peu. Donc au moins j'étais pas du tout inquiète en fait. Il a vachement réussi à me rassurer, et même si lui il était vraiment en panique. Et en fait il a beaucoup parlé avec ses amis, avec sa famille. Il a eu un comité de soutien, tout le monde est venu le voir parce qu'il dormait dans ma chambre de clinique en fait pendant ce temps-là. Il a eu des visites tout le temps, enfin des visites au pied de l'immeuble puisque sur le Covid, donc pas de visite à l'intérieur. Et assez rapidement en fait, il est très optimiste, donc très vite il s'est dit ok, ça va mieux, c'est génial. Alors que moi j'étais toujours, j'ai l'impression d'être au plus mal. Donc à un moment on était en décalage. Lui il était hyper enthousiaste et moi j'ai l'impression que je m'en remettrai jamais. Donc c'est là que le psy nous a bien aidés parce que on a pu en parler en fait tous les deux. Et lui a compris mon point de vue et a compris pourquoi est-ce que j'étais toujours aussi négative, et moi j'ai un peu plus compris le sien. Ça nous a beaucoup aidés. Et après, lui il est cool, hein, il est zen. Donc très vite il s'est mis dans son rôle de papa et il est trop mignon. Il adore. Enfin bon, c'est agréable de vivre avec quelqu'un qui va bien en fait, parce que bon, c'est pareil, ça m'a sorti un peu de mon mal-être. Tu m'as parlé d'une expérience de bain qui avait été incroyable. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, c'est vrai que ça aussi, c'était alors, je pense que c'était dans son premier mois de vie encore. Donc, quelques jours après la livraison surprise de champagne, j'ai d'autres amis qui m'ont fait un très beau cadeau. C'est un spa pour bébé qui a été inventé par une puéricultrice, donc ça s'appelle les bains de Sonia. Et c'est des bains qui recréent l'expérience in utero pour les bébés qui ont moins d'1 mois. Ça se fait dans certaines maternités et ça se fait aussi chez cette dame ou à domicile. Nous, c'était à domicile. L'idée, c'est qu'une puéricultrice donc agréée qui s'est fait former pour ces bains-là, donc elle est venue chez nous avec sa petite baignoire, sa playlist, ses lumières douces. On a parlé pour lui expliquer ce qui s'était passé et ensuite elle plonge les bébés tout doucement dans ce bain à 37 degrés. Vraiment pour qu'il y ait simplement son nez et sa bouche qui restent à la surface de l'eau pour respirer, mais tout le reste est immergé.
et ils sont emmaillotés et ça donc leur rappelle la vie in utero. Et ensuite, donc ça dure assez longtemps, c'est très très émouvant. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que bon, comme j'ai pas trop aimé être enceinte, j'avais du mal à accepter le fait que ma fille ait pu aimer cette période-là aussi. Un peu contre-intuitif, c'est étriqué quand même, un utérus. Et donc de la voir dans un état de décontraction maximale, elle avait l'air super heureuse en fait dans son bain. Elle penchait la tête en arrière pour se plonger encore plus. Ça m'a fait me dire, en fait, ça m'a fait accepter, parce que je le voyais, c'était sous mes yeux, que oui, la vie in utero, c'est génial en fait pour un bébé. Et Simon aussi, ça a été très thérapeutique pour lui. Et la théorie derrière ces bains-là, c'est qu'au moment où les bébés sont sortis de l'eau, ils sont posés, ils sont très apaisés, et en fait, ça recrée un souvenir d'accouchement. Donc, c'est comme si je remplaçais son souvenir négatif par ce moment-là, qui pour le coup, c'est très doux, très agréable. Et ça, alors je sais pas si c'est vrai, moi j'ai envie d'y croire, mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose si elle avait le choix en fait avec ces deux souvenirs-là dans sa vie et qu'elle avait l'opportunité de vivre un moment de douceur comme ça où elle était pas brinque-ballée en réa, en hypothermie, etc. quoi. Et toi, est-ce que tu as eu l'impression de vivre un moment complètement différent, parallèle à l'accouchement ou non ? Sur la partie accouchement, non, ça m'a pas tellement ça a pas tellement résonné en moi sur ça. C'est plus le côté de la vie in utero. Sur ma grossesse, ça m'a fait du bien. Et je pense que ça m'aide à me projeter dans une future grossesse. Parce que, au-delà de l'accouchement de l'enfer, ne serait-ce qu'être enceinte, j'ai la flemme. J'aimerais bien d'autres enfants, mais bon, là, je me suis dit, au moins, j'ai ce souvenir-là de très positif sur la grossesse, et donc peut-être que ça m'a un peu réconciliée avec ça. Mais sur l'accouchement, pas tellement. Pour être honnête, j'étais un peu sceptique quand elle a posé Avril sur son petit tapis. Elle met ses mains en fait au niveau de ses pieds, et Avril elle poussait avec ses pieds. Elle me disait, mais en fait là, elle pousse comme si elle voulait sortir. Je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux, parce que parfois les bébés poussent sur leurs jambes, ça leur arrive quoi. Donc bon, j'ai décidé que j'acceptais cette théorie parce que l'idée est très sympa. Mais c'est vrai que c'est plus sur la grossesse. Et Simon, lui, ça l'a plus réconcilié avec l'environnement médical en fait. Il avait été tellement, il était allé d'un hôpital à l'autre. Ça avait été un peu dur pour lui, et on sait pas trop pourquoi, mais cette expérience-là, ça l'a apaisé sur ça. Donc c'est aussi une thérapie pour les parents en fait à ce moment-là. Donc autre idée de cadeau excellente, les bains de Sonia. Je sais pas du tout comment ça marche pour s'inscrire, mais je pense qu'elle a un site internet, et c'est un très très beau cadeau. Et ça se fait dans le premier mois de la vie du bébé. Après, le truc de recréer la vie du utérus, c'est trop tard en fait. Donc il faut le faire, faut y penser longtemps à l'avance parce que c'est très demandé. Voilà, mais c'est une très bonne idée de cadeau. Pensez-y. La livraison. C'est ça, la livraison, le bain de bébé. Ouais, c'est des cadeaux méconnus, mais moi qui m'ont fait énormément de bien. Super. Est-ce que tu peux nous dire un peu les points forts du 3e mois que tu viens de vivre ? Là, tu en sors juste. Qu'est-ce qui a été compliqué ? Qu'est-ce qui a été beaucoup plus facile ? Comment progresse Avril ? Avril va très bien, franchement, c'est un bébé de rêve. Elle suce son pouce, elle sourit à tout le monde, elle a plein de cheveux, elle est trop mignonne, elle est très grande, elle est très grosse, donc c'est un beau bébé en forme. Et là, les points, ce qui s'est passé d'assez marquant, c'est que j'ai repris le boulot à fond, donc ça veut dire qu'elle a une nounou maintenant. Elle vient à la maison et puis elle va dans la cofamille avec laquelle on partage la garde, donc elle a découvert un autre bébé, un autre environnement. Et il faut qu'elle s'habitue, c'est pas forcément évident, mais qu'elle dort un peu moins bien qu'avant. Les parents vont me détester quand je vais dire qu'elle dort 11 heures par nuit, et maintenant elle dort plus que 9 heures, et du coup on est crevé. Mais bon, oui, elle est un peu perturbée par ça. Mais bon, elle nous rend la vie facile. Et donc j'ai repris le boulot. Ça se passe très bien parce que j'adore mon job, et mon équipe elle est top, donc la transition se passe très bien. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment particulièrement dur pour les mamans entrepreneurs, parce que y a pas vraiment d'infrastructure un peu d'aide sociale ou
Enfin, en fait, c'est très bien que j'ai pu prendre un congé maternité, dans le sens où l'assurance maladie m'a versé un congé maternité, donc c'est déjà assez chouette. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop armé pour les couacs, quoi. Donc s'il y a un problème dans sa boîte, fort heureusement, j'avais déjà une associée, j'avais déjà des employés, donc elles peuvent prendre le relais. Mais quand c'est sa propre boîte, ça semble insurmontable parce que on n'a pas de solution pour se faire remplacer quand on est fondateur d'une boîte. En réalité, quand on est salarié, on a l'impression qu'on est irremplaçable, mais bon, souvent c'est faux quand même. Un fondateur de boîte, c'est plus difficile. Je pense que ça reste quand même un frein pour l'entrepreneuriat féminin. Et de brandir le fait de c'est génial, on peut have it all, être entrepreneur, être maman, etc. En fait, c'est faux de se dire ça. C'est vraiment plus dur en fait, parce que être enceinte pendant 9 mois, en fait, c'est fatigant. Du mois 1 au mois 9, il n'y a pas de moment où... Enfin, pour certaines femmes, c'est vraiment dur de mener une vie normale. Et après, l'accouchement, c'est hyper dur. Et il peut y avoir des moments un peu catastrophiques comme le mien. Du coup, parfois, je réfléchis, je me dis, si j'avais été un homme et que j'avais été renversée par une voiture, ça aurait été à peu près pareil. Sauf qu'en fait, voilà, ça aurait été un aléa de la vie et il aurait fallu l'affronter. Sauf qu'en fait... être enceinte et accoucher, on peut pas comparer ça à un accident, parce que c'est juste la reproduction de l'humanité. Enfin, c'est beau, voilà, ça se passe dans un hôpital et ça fait mal au corps et tout, mais c'est pas comparable en fait idéologiquement. Donc, je pense que si on voulait vraiment encourager les femmes à être entrepreneurs, il faudrait prévoir beaucoup plus de cas de figure, par exemple des aides étatiques pour affronter les chocs de trésorerie en cas de problème lié à la grossesse. Ça pourrait être un vrai incentive en fait, parce que ouais, là très clairement on a dépensé plus d'argent parce que il m'est arrivé ça dans ma vie. Sauf que c'est pas un aléa comme les autres, c'est un aléa à la grossesse, donc ça devrait être pris en charge en fait. Voilà, c'était mon petit moment politique. C'est hyper intéressant. Revendication. Mais moi je m'étais interrogée sur mon rôle de mère et de chef d'entreprise, et j'avais lu des interviews de femmes en fait qui se retrouvent à rebosser. Enfin, Rachida Dati qui retourne à l'Assemblée ou au Sénat, je sais plus, à 2 jours après sa grossesse. Pour moi, c'est en fait c'est pas un symbole qui est positif, parce que ça met une pression supplémentaire aux femmes qui n'en sont pas capables, de glorifier ces femmes superwoman qui arrivent à tout. En fait, la très large majorité des femmes n'y arrivent pas, et c'est parfaitement normal. Enfin, les hommes, ce serait pareil s'ils pouvaient enfanter. Donc ouais, je trouve que c'est pas juste en fait de pas prévoir des coups de pouce supplémentaires pour avoir juste une vie normale, quoi. Et c'est important d'avoir des femmes entrepreneurs, parce que on apporte beaucoup au business avec nos expériences différentes. Donc l'angle d'attaque de dire on fait comme si c'était possible de mener une vie normale enceinte, et on fait comme si en fait on pouvait se remettre d'un accouchement en quelques semaines et ensuite c'est plié, ça m'embête un peu, parce que c'est très culpabilisant, et la plupart des femmes qui ont déjà des enfants qui voudraient se lancer dans une boîte se rendent bien compte qu'en fait c'est pas du tout possible. Du coup, c'est un énorme frein. Alors que si on me disait ok, c'est vrai, être une femme c'est pas comme être un homme, et être enceinte c'est fatigant, et avoir un enfant en bas âge aussi, et on va vous donner un coup de pouce en plus, parce que on veut vraiment encourager qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs. Ça me semble plus logique. Et avec la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire pas de coup de pouce, est-ce que tu as des conseils concrets pour les filles qui hésitent soit à se lancer parce qu'elles veulent avoir une famille, soit à avoir des enfants parce qu'elles sont entrepreneurs? Ouais. Un conseil concret, j'aimerais ne pas être dans le bullshit et dire compter sur sa famille. Non, je pense que ma boîte a pu continuer quasiment sans accroc, parce que j'avais une associée, déjà une employée et une en cours de recrutement. Donc c'est vrai que il faut essayer, c'est bien d'essayer de caler son timing pour pouvoir se reposer sur d'autres gens, que ce soit pour la partie bébé, donc sur son mari, son entourage familial ou amical, pour pouvoir absorber plus facilement physiquement le choc que ça représente, etc. Et côté boulot, pouvoir se reposer sur des associés ou des employés quand il y a un problème. Bien s'entourer en amont, vraiment très très bien s'organiser. Moi j'avais anticipé mon congé mater longtemps à l'avance, c'est-à-dire que la nana qu'on a recrutée qui allait assumer toutes les tâches marketing que je fais dans ma boîte, je l'ai formée pendant quasiment 2 mois avant de partir en congé maternité. Donc voilà, on a vraiment pris le temps de le faire. C'est possible, vraiment, c'est tout à fait possible, je le fais, je suis très contente de l'avoir fait,
Et je l'ai fait avec une grossesse, avec une appendicite, un accouchement catastrophique, tout ça sur fond de Covid. Et en fait, voilà, ça se passe bien, ma boîte marche très bien, c'est pas catastrophique, on se remet de tout. C'est pas de tout repos, mais bon, globalement, voilà, tout va bien, quoi. Ouais. Mais je dirais que oui, ça demande beaucoup d'organisation et surtout quand on lance la boîte ou quand on lance le projet bébé, d'anticiper, ok, dans 9 mois, dans un an, est-ce que je pourrais me reposer sur quelqu'un à la fois au boulot et à la fois dans sa vie perso pour voilà, faut pas croire en fait qu'on est des superwoman justement. C'est pas, tout repose pas sur ses propres épaules, on peut tout à fait se décharger à droite à gauche de responsabilités qui nous incombent. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est gentil, mais c'est vrai, quoi. Il faut pas culpabiliser de demander de l'aide. Plein de gens qui sont ravis de filer un coup de main. Bon, nos familles avec mon mec nous harcèlent pour garder Avril un week-end pour qu'on puisse se barrer. Non, on veut pas, on veut rester avec elle. Mais bon, voilà, après, c'est vrai qu'il c'est dur, faut composer avec les circonstances en présence. Nous, on a les parents de mon mari qui sont à proximité. Il y a plein de familles parisiennes qui n'ont pas de parents ou de beaux-parents à proximité. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir un budget nounou. Faut prévoir... tu peux pas laisser ton enfant à une nounou avant un certain âge. Ça dépend des parents. Il y en a qui sont très zen avec le fait... Enfin, qui ont confiance. Moi, avant que je laisse ma fille toute une nuit à une babysitter, j'ai l'impression que elle aura 15 ans, quoi. Enfin bon, c'est vraiment, parfois c'est pas évident. On n'a pas toujours les circonstances idéales, donc oui, c'est vrai que monter une boîte, parfois on en rêve, on a envie de le faire tout de suite, mais il faut peut-être réfléchir à est-ce qu'on peut se permettre financièrement d'avoir une équipe? C'est-à-dire, est-ce que le business model va tout de suite rapporter suffisamment pour financer un salarié? Ou est-ce qu'on a besoin d'un temps de montée en charge plus long? Auquel cas, il faut prévoir. Après, il y a aussi des dispositifs. J'ai fait mon petit quart d'heure politique, mais c'est vrai qu'il y a aussi des dispositifs qui aident beaucoup. Le chômage pendant 6 mois quand on part d'une boîte qui est maintenue quand on monte une entreprise. L'assurance maladie qui prend le relais quand on est en congé maternité, qu'on est chômeur indemnisé. Donc il y a aussi des choses qui permettent de mener une vie normale. Financièrement rester indépendant. Si on veut monter une boîte, mais il faut bien viser, quoi. Dernière question. Ouais. Quand tu regardes ces 3 mois, on inclut aussi un peu l'accouchement, qu'est-ce qui a été le plus beau et qu'est-ce qui a été le plus dur? En incluant l'accouchement ou à partir du moment où je suis rentrée chez moi? Disons à partir du moment où tu es rentrée chez toi. D'accord, parce que sinon c'est tricher. Je pense que le plus beau, ça a été tous les moments où Avril, elle a développé une fonctionnalité parce que l'accouchement d'Avril et le fait qu'elle a manqué d'oxygène pendant quelques minutes font qu'elle a des lésions cérébrales qui ont touché une partie qui contrôle la motricité. On ne saura que avec le temps si ça a des séquelles ou pas. Mais du coup, à chaque fois par exemple là, elle a 3 mois et hier la nounou m'envoie une vidéo où elle se retourne presque toute seule. Elle arrive à sucer son pouce, elle fait des grands sourires, elle interagit beaucoup avec le monde et donc avec Simon on s'envoie des WhatsApp pour se dire dans ta gueule les lésions cérébrales. Avril, c'est une championne, quoi. Elle s'est remise, elle est hyper vive d'esprit, donc ça c'est à chaque fois des moments où on se dit mais c'est génial en fait d'avoir un bébé pareil. Et les moments les plus durs, le moment le plus dur. C'est un peu cliché, mais je dois dire que la première fois où on l'a laissé dans sa cofamille avec la nounou, à 9h du matin, quand on a repris l'ascenseur et avec mon mari, on pleurait, on était trop tristes. Et c'est dur de laisser son enfant au début. Ça dépend des gens d'ailleurs. Il y en a qui le vivent très bien parce qu'ils ont besoin de retrouver leur vie normale et leur individualité, ce que je comprends tout à fait. Moi, non, j'étais encore en fusion et je serais bien restée en fusion un petit peu plus longtemps, donc c'était pas facile. Mais bon, encore une fois, on s'en remet assez facilement. Ouais, c'est passé. Ouais, c'est passé. Et maintenant, ça va, la séparation? Ça va. J'ai repris le quotidien du boulot, c'est passionnant, donc pendant la journée, ça va, elle me manque pas trop. J'aime bien recevoir des petites vidéos, et Palounou le fait, et ça, c'est vraiment un truc que toutes les nounous devraient faire, envoyer 2-3 fois par jour des petites photos, c'est super. Et on a décidé aussi de pas prendre de nounou le lundi, donc en fait, j'ai quand même 3 jours dans la semaine où je suis toute la journée avec elle, c'est beaucoup. Donc ça va, ça se passe bien.
Merci beaucoup Rachel d'avoir partagé ton histoire. Merci à toi. Avec ton accouchement très compliqué, mais beaucoup de messages d'espoir là-dedans et vraiment passionnant pour les personnes qui se lancent et font une famille en même temps. Bah ouais, bon courage, c'est possible et c'est vrai que ça peut être très positif et j'espère que j'ai pas traumatisé les femmes enceintes avec mon histoire d'accouchement de l'enfer. Rappelez-vous que statistiquement, si ça m'est arrivé, ça ne vous arrivera pas. Et ça peut très bien se passer. Merci beaucoup Rachel. Merci à toi. J'étais déjà admirative du nombre de choses que Rachel fait, publier des livres, monter une boîte. Mais après ce récit, je suis d'autant plus admirative de ce qu'elle a traversé ces 3 derniers mois et du recul avec lequel elle en parle aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à donner 5 étoiles, à suivre le compte Instagram Prélude Paris et à le partager à vos proches. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Bonne semaine à tous.